Traduisez-le alors, dit Perceval, duc de Tarnwick. Il posa la charte pliée devant Adeline du Nord. C'était comme si toute la salle de bal ne venait pas de se moquer d'elle. Adeline se tenait un demi-pas derrière Clarissa. C'est là que sa belle-mère la plaçait toujours. Assez près pour ramasser un éventail tombé. Assez loin pour ne pas faire d'ombre à sa jeune demi-sœur. Elle baissa les yeux sur le lourd parchemin. Un sceau français, une marge allemande, des clauses portugaises. Un calendrier néerlandais était glissé sous le ruban. Et elle vit Edward Aldemore devenir blême comme la cendre. Elle connaissait assez de langues pour sauver les travaux du canal du Duc. Elle en savait assez pour démasquer l'homme qui lui avait autrefois promis le mariage. Mais les parler à voix haute révélerait le talent même qui la rendait impossible à marier. Avant la fin de la nuit, la femme qu'on disait inutile en anglais allait sauver un duché en 7 langues. Pendant un instant fragile et scintillant, dans la salle de bal de Lady Ophelia Granville, Adeline ne sentit que le vieux poids glacial de l'invisibilité. Elle portait une mousseline lavande pâle, propre et soignée, bien que démodée de 2 saisons. À 29 ans, elle avait appris la grâce de la simplicité. Les femmes sans attrait étaient moquées, puis oubliées. Et les femmes oubliées pouvaient écouter. Ses doigts se resserrèrent sur le petit livre de prière relié de velours dans son réticule. Quelques minutes plus tôt, Edward Aldemore avait souri par-dessus son verre de clairet, avec cette cruauté polie qu'elle ne connaissait que trop bien. Les tantes de Mademoiselle du Nord, avait-il dit au cercle de magistrats, sont toujours plus sûrs quand ils restent silencieux. Les messieurs avaient ri. 2 jeunes dames derrière des éventails peints avaient ri plus fort, soulagées que la plaisanterie ne soit pas tombée sur elles. Adeline n'avait pas scié. Un tressaillement était une invitation. Une réponse cinglante était un scandale. Le silence, avait-elle découvert, pouvait être aiguisé, jusqu'à devenir une lame gardée sous la langue. Clarissa lui toucha la manche en signe d'excuse, mais ne dit rien. Puis la musique s'était arrêtée. Les dernières notes du pianoforte s'évanouirent dans la confusion. Perceval, duc de Tarnwick, entra avec 3 magistrats de comté anxieux, un marchand allemand en habit de voyage noir et usé, et un agent portugais serrant une mallette comme si elle contenait un cœur battant. Le traducteur engagé n'était pas arrivé. La charte du canal restait non lue en 4 langues étrangères. Tarnwick ressemblait à un homme taillé pour des pièces plus froides. Il portait un habit de soirée noir sans aucun bijou. Sa cravate blanche était aussi sévère qu'un bandage. La discipline militaire lui collait à la peau plus fortement que le parfum aux dames. Il ne supplia pas, il ne flatta pas. Ses yeux sombres parcoururent la salle de bal et rendirent chaque murmure coupable. Un magistrat lut le résumé en anglais, pointant un doigt nerveux vers la clause française. Droit de passage partagé pour l'écluse nord. Votre grâce. Assez clair. Adeline vit le mensonge immédiatement. Le français ne promettait pas un passage partagé. Il cédait entièrement les écluses du Nord à une société privée d'investisseurs. Ce n'est pas un droit partagé, murmura-t-elle, avant que la prudence ne puisse la rattraper. C'est une renonciation. Elle n'avait pas l'intention d'être entendue. Tarnwick avait l'ouïe d'un soldat qui avait survécu aux routes sombres et aux branches brisées au Portugal. Sa tête se tourna. La salle de bal se figea autour d'elle. Maintenant, la charte reposait dans ses mains. « Traduisez », répéta-t-il. Sa voix ne contenait aucune chaleur. Elle contenait quelque chose de plus dangereux. La conviction que la vérité, une fois trouvée, devait lui obéir. Adeline leva son regard vers le sien. Derrière lui, Edward s'était immobilisé. Derrière elle, Madame du Nord laissa échapper un petit son d'horreur. Adeline pouvait presque sentir l'avenir se refermer sur elle. Si elle parlait, le comté ne dirait pas qu'elle était instruite. Il dirait qu'elle n'était pas naturelle. Il demanderait pourquoi Edward l'avait rejetée. Et Edward aurait une réponse toute prête. Mais si elle restait silencieuse, les tenanciers perdraient leur salaire d'hiver promis sur le canal de Tarnwick. Les charretiers, les locataires et les veuves qui attendaient ces salaires paieraient pour un joli mensonge. Adeline ouvrit la bouche, pas pour s'excuser, ni pour s'adoucir. La clause française, votre grâce, dit-elle, sa voix assez claire pour atteindre les lustres, ne vous accorde pas l'accès aux écluses du Nord. Elle les cède entièrement. Un frisson parcourut la pièce. Edward s'avança. Votre grâce, nous n'allons sûrement pas prendre conseil juridique auprès d'une femme qui a lu la marge allemande, ordonna Tarnwick sans le regarder. Adeline laissa son doigt glisser sur la page.
La marge allemande double le tarif du bois après la première année. Le calendrier néerlandais confirme le même taux sous une autre rubrique. Elle tourna la feuille. Les seaux de cire frôlèrent sa manche. Et la clause portugaise transfère la propriété des comptes de l'écluse aux agents d'Aldemort en cas de défaut de livraison. Un brouhaha s'éleva parmi les magistrats. Adeline referma la charte et la lui rendit. Elle n'attendit pas d'être remerciée. La gratitude d'un homme puissant pouvait devenir un collier si l'on se tenait trop près. Elle recula jusqu'au bord de la salle de bal, le dos droit, le menton levé. Elle pensait que l'affaire était terminée. Elle ne comprenait pas encore que le duc de Tarnwick ne laissait pas les vérités utiles dans les coins. La convocation officielle arriva le lendemain matin, alors que le pain grillé du petit déjeuner était encore gris sur les bords. Madame du Nord laissa tomber la lettre sur la table, comme si le blason de Tarnwick lui avait brûlé les doigts. « Une voiture pour vous, pour Tarnwick Hall. » Ses yeux se tournèrent vers Clarissa, qui était assise, pâle, à côté du plateau de thé. Une convocation privée pour une femme non mariée. Le duc est peut-être désespéré, mais il n'a pas le droit de souiller cette famille, parce que vous lisez au-dessus de votre condition. Adeline étala une fine couche de beurre sur son pain grillé. Il a besoin d'une traductrice, madame, pas d'une maîtresse. Clarissa murmura dans sa tasse de thé. Edward Aldermore, arrivé tôt avec un bouquet et une expression d'autorité blessée, se tenait raide près de la cheminée. Adeline, vous avez embarrassé le comté hier soir. Vous devriez refuser. Elle le regarda par-dessus le bord de sa tasse. Autrefois, elle avait cru à son admiration. Autrefois, elle avait traduit la correspondance étrangère de son père à la lueur d'une bougie. Pendant que Edward louait son intelligence dans l'obscurité et s'en excusait à la lumière du jour. « J'ai embarrassé le comté ?» demanda-t-elle doucement. « Ou ai-je lu le portugais avant que vous ne puissiez le cacher ?» La mâchoire d'Edward se crispa. Ce n'était pas de l'irritation, c'était de la peur. Adeline le remarqua. Elle remarquait toujours ce que les hommes espéraient que les femmes seraient trop polies pour voir. « J'irai, dit-elle. » Madame du Nord se leva. « Vous n'irez pas seule. »« Bien sûr que non, » répondit Adeline. « Votre souci des convenances me comble. » À midi, elle était dans la voiture de Tarnwick avec la vieille compagne de Madame du Nord, Madame Vale, dans le coin opposé. Le chaperon avait été envoyé pour protéger le nom de la famille. Adeline soupçonnait qu'elle avait été envoyée pour rapporter chacun de ses souffles. Tarnwick Hall s'élevait des basses collines, comme une forteresse qui n'avait jamais appris à sourire. Pierres sombres, fenêtres étroites, portes ferrées. Il n'y avait pas d'urnes frivoles, pas de bergères peintes, pas de bordures colorées prétendant que le monde était plus doux qu'il ne l'était. Percival la reçut dans la bibliothèque. Le régisseur était assis près de la fenêtre du fond et les portes étaient laissées ouvertes. Ce détail la frappa avant même son salut. Il avait compris le risque pour sa réputation. Il avait arrangé la pièce pour que personne ne puisse prétendre le contraire. « Mademoiselle du Nord, dit-il, en évitant toute fioriture inutile. Il y a 40 pages d'annexes étrangères jointes à la charte du canal. Je dois les faire vérifier par rapport au résumé anglais avant que les magistrats ne se réunissent demain soir. » Adeline ne s'assit pas. Il ne le lui avait pas demandé. « Les langues ne sont pas des chevaux de cavalerie, votre grâce. On ne peut pas les monter jusqu'à l'épuisement parce que vous êtes pressé. » Pour la première fois, quelque chose troubla la ligne sévère de sa bouche. Pas un sourire, le fantôme d'un sourire rapidement enfoui. « Alors, fixez votre propre rythme, » dit-il, et il tira la chaise en face de lui. « Mais ne vous arrêtez pas. » Ils travaillèrent pendant 3 heures, sans fioriture. Adeline traduisait. Tarnwick écrivait. Il ne l'interrompait pas. Il ne lui a pas dit ce qu'une clause devrait signifier. Quand elle corrigea une traduction anglaise erronée d'une phrase latine, il la barra aussitôt et demanda la bonne. C'était plus dangereux que des louanges. Les louanges attendaient de la gratitude. La confiance n'attendait que de la précision. En fin d'après-midi, la lumière s'était affaiblie. Les hautes fenêtres de la bibliothèque donnaient plus d'ombre que de soleil. Et les lignes sur la page se brouillaient jusqu'à ce que le portugais semble nager sous l'encre. Adeline se pencha plus près malgré elle. Elle s'était abîmée les yeux dans sa jeunesse, en recopiant les notes de son père à la lueur de bougies bon marché, après que tout le monde soit allé se coucher. Percival se leva brusquement. Elle se raidit, prête pour la réprimande. Trop blonde, trop délicate, trop femme pour être utile, quand la hâte comptait. Au lieu de cela, il se dirigea vers la table d'appoint, alluma une bougie et un lourd candélabre en argent. Il le rapporta,
et le posa près de son coude gauche. Assez près pour éclairer la page, assez loin pour ne pas gêner sa main. Il ne dit rien, il s'assit simplement et reprit sa plume. Adeline fixa la lumière plus stable. Personne n'avait jamais modifié une pièce pour son confort. Elle avait l'habitude de se plier dans l'espace qui restait. Elle se pencha sur la page avant que le nœud dans sa gorge ne puisse la trahir. « Où avez-vous appris à lire 7 langues avec l'aisance d'un diplomate ?» demanda Perceval. Adeline garda les yeux sur l'encre. « Mon défunt père était un spécialiste de la grammaire comparée. Il croyait que les filles pouvaient avoir plus que de la soie à broder dans la tête. Une croyance dangereuse dans le Lancashire, dans n'importe quel comté où les hommes craignent d'être corrigés. » La plume du régisseur gratta une fois et s'arrêta. Le regard de Perceval se posa sur son visage. « Vous vous faites des ennemis avec une économie remarquable, mademoiselle du Nord. J'étais économe avant que ce ne soit à la mode, votre grâce. » Cette fois, il faillit sourire. La chaleur de ce sourire, brève comme une flamme de bougie, la déstabilisa plus que sa froideur. Pendant 2 jours, Tarnwick Hall devint un monde de papier, d'encre et de portes soigneusement gardées. Madame Vale dormit pendant la majeure partie du temps. Le régisseur recopiait les pages au propre. Le 2e après-midi, les domestiques placèrent l'encrier plus près de la main droite d'Adeline sans qu'on le leur demande. Ils trouvèrent des erreurs en français, allemand, portugais, néerlandais, latin, espagnol et italien. Certaines étaient maladroites, d'autres délibérées. Les maladroites puaient l'ignorance. Les délibérées portaient la marque d'un voleur expérimenté. Aldemore, dit Perceval quand elle lui montra une clause espagnole qui transformait le paiement en possession. Adeline entendit le nom comme une porte qui se ferme. « Vous en êtes certaine ?» demanda-t-il. « Je suis rarement certaine. C'est une habitude coûteuse. » Elle tapota le papier. « Mais ici, oui. Le résumé anglais dit que les investisseurs peuvent inspecter les comptes. L'espagnol dit qu'ils peuvent les saisir après un seul retard de livraison. Ce n'est pas de la traduction. C'est un piège qui porte de beaux gants. » Ses yeux s'aiguisèrent. Vous avez déjà vu ce genre de formulation. La main d'Adeline s'arrêta. Le livre de prière en velours reposait à côté de ses notes. Sa couverture usée semblait inoffensive, presque docile. C'est pour cela qu'il avait survécu si longtemps. Mon père me donnait des exercices, dit-elle. Des phrases modèles en plusieurs langues, des phrases commerciales, juridiques, courtoises. Après sa mort, Lord Aldemore a emprunté quelques papiers. Il a dit que son père souhaitait les préserver et ne les a pas rendus. Non. La mâchoire de Perceval se serra. Elle regarda cette colère et sut qu'elle n'était pas seulement pour elle. Elle avait des racines plus profondes. Avant qu'elle ne puisse demander, les portes de la bibliothèque s'ouvrirent. Edward Aldemore entra, comme si la pièce lui devait un accueil. Le régisseur de Perceval suivit avec un visage plein d'excuses. « Votre grâce, » dit Edward, en s'inclinant avec un poli qui avait autrefois trompé Adeline. « Pardonnez l'intrusion. Je suis venu par souci pour mademoiselle du Nord. » La société commence à parler. Son regard glissa sur les papiers, puis sur Adeline. Une vieille fille passant des journées entières dans la bibliothèque d'un duc peut se sentir flattée. D'autres peuvent penser qu'elle exagère ses petits talents pour attirer l'attention d'un homme désespéré, n'ayant pas réussi à attirer la mienne. L'insulte était arrangée avec soin. Elle la faisait paraître avide. Elle faisait passer son travail pour un appât. Elle plaçait le vieux rejet au centre de la pièce et attendait qu'elle saigne. Perceval se leva lentement. L'atmosphère changea. Le duc guerrier fit surface. Froid, contrôlé, mortel. Sans élever la voix, Adeline vit les muscles de sa mâchoire se tendre. Elle le vit se préparer à démolir Edward si complètement qu'aucun homme du comté ne pourrait se méprendre sur les restes. Puis il s'arrêta. Son regard se posa sur ses mains. Elles étaient blanches contre le bureau, mais elles ne tremblaient pas. Il comprit. S'il répondait pour elle, Edward gagnerait sur la forme de l'accusation. Pauvre mademoiselle du Nord, sauvée par l'homme puissant qu'elle avait piégé. Perceval recula d'un pas. Il resta debout. Il lui laissa la parole. Adeline se tourna vers Edward et parla dans un allemand parfait et rapide. Les mots claquèrent dans la bibliothèque comme un fouet. Edward cligna des yeux. Il n'y comprit rien, et tout le monde dans la pièce vit qu'il n'y comprenait rien. Adeline se traduisit elle-même en anglais. Un homme qui craint la précision d'une femme appelle souvent cela de la vanité. Le régisseur toussa dans sa manche. Le visage d'Edward devint rouge foncé. « Vous avez toujours été impertinente. »« Non, dit Adeline, seulement sous-traduite. »
Pendant une seconde extraordinaire, l'expression de Percival se brisa. Pas en rire, mais en un respect si pur qu'il la fit détourner le regard. « Lord, dit-il, sa voix tombant dans un registre qui vida la pièce de sa chaleur. Vous trouverez la sortie tout seul. Si vous parlez à nouveau de la réputation de Mademoiselle du Nord, je n'aurai pas besoin d'un traducteur pour faire comprendre mon propos. » Edward s'inclina avec le meurtre dans les yeux et partit. Ce n'est que lorsque la porte se referma qu'Adeline réalisa qu'elle avait retenu son souffle. Percival versa 2 verres de brandy. Il en poussa un vers elle, puis s'arrêta. « Buvez-vous du brandy, Mademoiselle du Nord ?» Pas avant d'avoir été insultée 2 fois. Le coin de sa bouche bougea. « Alors je suis en retard. » Elle accepta le verre et ne but pas. « Il a rompu vos fiançailles, » dit Percival. Ce n'était pas une question. Adeline regarda le liquide ambré. Il louait mon esprit en privé. Il aimait ce que cela lui apportait. Des traductions, des lettres, des tournures étrangères élégantes pour les affaires de son père. Sa voix resta stable, parce qu'elle la força à rester stable. En public, il découvrit qu'une épouse qui le corrigeait serait un embarras. Alors il m'a rejeté et a gardé mon travail. Percival fixa la charte. Le nom d'Aldemort est bâti sur un honneur d'emprunt. C'est une traduction généreuse. Mon jeune frère est mort au Portugal parce qu'un contrat de ravitaillement d'Aldemort a été falsifié. Les rations ne sont jamais parvenues à son régiment. Adeline vit alors ce qui rendait son visage si rigide. Pas seulement l'arrogance, ni la colère. Un chagrin si compact qu'il pouvait passer pour du fer. Si cette charte prouve que Edward modifie des accords pour son profit, dit Percival, je ruinerai sa famille. C'est le seul devoir assez pur pour qu'on puisse lui faire confiance. Adeline fit tourner le verre de brandy entre ses doigts. La vengeance est une traduction très précise du chagrin. Votre grâce. Il la regarda vivement. Elle s'attendait à de la colère. Au lieu de cela, il devint si calme que la pièce parut soudainement honnête. Ce soir-là, Adeline retourna à l'école en ruine, au bord du domaine de Granville. C'était le dernier refuge de son père et son premier royaume. Le toit fuyait, les bancs s'affaissaient, mais personne ne venait là pour lui dire de se taire. Elle posa une bougie sur le vieux bureau du maître et ouvrit le livre de prières en velours. Les premières pages contenaient des prières. Les marges contenaient une autre vie. Des racines latines, des termes français, des déclinaisons allemandes, des verbes portugais corrigés par sa propre main plus jeune. Un livre de prières était sans danger. Une femme pouvait emporter sa dévotion n'importe où. La porte grinça. Adeline referma le livre aussitôt. « Les ducs n'ont pas leur place dans des écoles pleines de courants d'air, votre grâce. » Percival entra, sans chapeau. Ses cheveux étaient humides de brume, ses bottes boueuses à cause du chemin. « Les femmes avec votre esprit n'ont pas leur place dans des cachettes. » Cela ressemblait presque à un compliment. « Faites attention, cela pourrait nuire à votre réputation. Ma réputation a survécu à l'artillerie. Elle pourrait ne pas me survivre. » Son regard tomba sur le livre pressé sous sa paume. Ce n'est pas simplement un livre de prière. C'est exactement un livre de prière, avec beaucoup de grammaire qui prit dans les marges. Contre sa volonté, un rire faillit lui échapper. Elle le ravala. C'est le seul livre qu'une vieille fille peut porter sans que les hommes ne demandent pourquoi elle a besoin de tant de mots. Percival ne tendit pas la main pour le prendre. Elle le remarqua. Il regarda, mais il ne prit pas. « Vous avez écrit certaines des formes les plus anciennes, » dit-il. La main d'Adeline se crispa sur la couverture de velours. « J'avais 19 ans, j'étais fiancée, et assez sotte pour croire qu'être utile me rendrait chérie. Et ils ont utilisé les exercices de votre père pour falsifier des contrats. Je le soupçonne, je ne peux pas encore tout prouver. Vous pouvez prouver suffisamment. » Elle releva la tête. « Et ensuite, je me tiens devant le comté, et je dis que les faux ont été construits à partir de papiers que je gardais. Ils ne diront pas que j'ai été lésé. Ils diront que j'étais commode. Ils diront que je me suis retourné contre Edward parce qu'il ne voulait pas m'épouser. Ils diront que j'ai essayé d'attraper un duc quand je n'ai pas réussi à attraper un gentleman. » Son visage s'assombrit. « Je ne le permettrai pas. Vous ne pouvez pas commander un murmure, votre grâce. » Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Il se tut. Adeline se leva, le livre serré contre sa poitrine. Dans la pénombre de l'école, les épines qu'elle portait pour la société lui parurent soudainement lourdes. « Vous êtes un homme, un duc, un soldat. Le scandale se brise sur vous et devient une intempérie. Une femme s'y noie. Clarissa se noierait à mes côtés,
et elle n'a rien fait de pire que d'obéir à sa mère. Perceval fit un pas de plus, puis s'arrêta. Cette retenue la secoua plus que s'il l'avait touchée. « Vous voulez que la charte soit rompue pour pouvoir punir les hommes qui ont tué votre frère, dit-elle. Peut-être le mérite-t-il. Peut-être que Edward mérite toute la ruine que vous pouvez lui infliger. Mais que restera-t-il de vous quand la punition aura terminé son travail ?» Sa respiration changea. Il ressemblait à un homme qui était resté debout parce qu'il n'avait pas eu le droit de s'agenouiller assez longtemps près d'une tombe. « Que voulez-vous, mademoiselle Denor ?» demanda-t-il. Elle regarda les bancs fissurés, les étagères vides, la bougie formant une pauvre étoile sur les notes de son père. « Une pièce, dit-elle. Une pièce où l'on n'apprend pas aux filles à se faire toutes petites avant de leur apprendre à lire. Un bureau qui leur appartient, des livres qui n'ont pas besoin d'être déguisés en piété. » Perceval inclina la tête. Pas pour flatter, pas pour promettre ce qui n'avait pas encore été gagné. Pour reconnaître la grandeur de la chose. En partant, il posa un petit paquet sur le bureau. Elle attendit que ses pas se soient estompés avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient 2 bougies neuves, un canif propre et un mot de sa main franche. Pour la pièce que vous n'auriez pas dû avoir à bâtir sur des ruines. Adeline s'assit très prudemment. Elle ne pleura pas. Les larmes auraient été plus faciles. La menace arriva le matin de l'assemblée finale de Granville. Edward l'attrapa dans le couloir devant la salle du petit-déjeuner. Pas de témoins, pas de voix élevée. Il avait toujours préféré la cruauté quand elle pouvait se déguiser en intimité. « Si vous venez ce soir, dit-il, je montrerai aux magistrats les lettres originales de votre main. Je leur dirai que vous avez écrit les formulaires que j'ai utilisés et que vous inventez maintenant des corrections parce que Tarnwick vous a donné des espoirs au-dessus de votre condition. » Adeline resta immobile. Il sourit. « Les fiançailles de Clarissa prendront fin. Le crédit de votre belle-mère s'effondrera. Les commerçants viendront à la Saint-Michel. Vous savez que je peux rendre cela crédible. » Oui, c'était le pire. Il le pouvait. Les mensonges ont rarement besoin de force quand ils s'appuient sur ce que la société souhaite déjà croire. « Vous auriez dû m'épouser quand j'étais charitable, dit-il. » Adeline le regarda alors, le regarda vraiment. Autrefois, sa beauté lui avait semblé une promesse. Maintenant, elle ne semblait plus qu'un papier coûteux, enroulé autour de la pourriture. « J'aurais dû vous facturer à la page, » dit-elle. Son sourire disparut. À midi, elle avait fait une petite valise, 2 robes, le manuscrit de son père et le livre de prière en velours. Elle irait au relais de poste. De là, peut-être à Manchester. Peut-être une école prête à embaucher une femme qui lisait trop et parlait trop sèchement. Peut-être la faim. La faim, au moins, ne prétendait pas être de l'amour. Elle atteignit la remise sous une pluie fine. Perceval arriva sur un hongre noir et bloqua les portes de l'écurie. Pendant un battement de cœur, la fureur domina son visage. L'ordre monta en lui si visiblement qu'elle pouvait presque l'entendre. « Que tournez? Donnez-moi son nom. Laissez-moi l'écraser. » Puis son regard tomba sur la valise. Il se souvint. Elle vit l'école, le murmure qu'il ne pouvait pas commander. La femme qui ne se laisserait pas déplacer comme une pièce sur un échiquier. Pas même par un homme qui souhaitait la protéger. « Il mit pied à terre. Il a menacé votre sœur, » dit-il. Les doigts d'Adeline se resserrèrent sur la poignée. « Il a menacé le seul avenir qu'on lui a appris à vouloir. Et vous comptez perdre le vôtre pour cela. Je compte ne pas tacher votre nom avec mon scandale. Mon nom a supporté la poudre à canon, la dette et la mort. Il peut supporter la vérité. La vérité et la croyance ne sont pas jumelles, votre grâce. » Sa voix avait perdu son tranchant. Cela l'effraya plus que les larmes. « S'il vous plaît, laissez-moi passer. » Perceval se tenait entre elle et la route. Puis s'écarta. Le mouvement lui coûta. Elle le vit dans ses épaules, dans le pli de sa bouche, dans la main qui se ferma une fois à son côté et se rouvrit. « Je ne vous forcerai pas à entrer dans une pièce qui vous a déjà condamné. » Il dit, « Si vous partez, j'affronterai Aldemort sans vous. » Elle aurait dû être soulagée. Au lieu de cela, la route ouverte parut soudainement vaste et impitoyable. Les yeux de Perceval croisèrent les siens. « Mais si vous choisissez de venir ce soir, mademoiselle du Nord, je jure sur la tombe de mon frère que je forcerai la salle à écouter. Pas moi, vous. » Il remonta à cheval. La pluie assombrissait les épaules de son manteau. Cette fois, il ne se retourna pas. Adeline resta debout, la valise à la main, jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Derrière elle, il y avait une maison, où elle avait été utile, mais jamais désirée. Devant elle s'étendait une route où personne ne rirait, car personne ne la connaîtrait. Dans son réticule,
Le livre de prière pressait contre son flanc, plein de tous les mots qu'elle avait cachés pour survivre. Elle pensa à la main de son père se déplaçant patiemment sur le papier. Elle pensa au visage effrayé de Clarissa. Elle pensa à 2 bougies neuves laissées dans une école en ruine. Puis, elle posa la valise. Elle ne pouvait pas commander un murmure, mais elle pouvait refuser de se traduire en silence. La salle de bal de Granville scintillait comme si la feuille d'or pouvait cacher la peur. Les lustres flambaient. Les éventails tremblaient. Les magistrats se regroupaient près de la longue table au centre de la pièce, où la charte du canal attendait sous un ruban vert. Edward Aldermore se tenait à côté, la plume à la main, souriant comme si la victoire avait été versée dans son verre. Clarissa se tenait près de leur belle-mère, pâle et raide dans une robe de soie rose. Ses yeux cherchaient dans la pièce, ne trouvèrent pas Adeline, et se remplirent de honte. Le magistrat principal toussa, en l'absence de toute autre objection. Dehors, devant les doubles portes fermées, Adeline s'arrêta. Les mots lui parvenaient à travers le chêne, étouffés, mais assez clairs, en l'absence de toute autre objection. C'est ainsi qu'une vie pouvait être volée, poliment, légalement, dans une pièce où tout le monde avait décidé que le silence valait consentement. Perceval se tenait à côté d'elle, mais il ne toucha pas le loquet. La main d'Adeline se resserra sur le livre de prière en velours. Si elle franchissait ce seuil et échouait, elle perdrait le dernier abri d'être considérée comme inoffensive. Elle ne serait pas simplement ignorée après ce soir. Elle serait nommée, jugée, remémorée. Pendant un souffle, la vieille sécurité la tenta. Puis elle pensa à la main d'Edward se refermant sur chaque mot qu'elle lui avait jamais donné. Elle attrapa le loquet elle-même. Les doubles portes s'ouvrirent. Perceval, duc de Tarnwick, entra le premier. À son bras, non pas caché derrière lui, non pas traînant un bel demi-pas sur le côté, marchait Adeline du Nord. Dans la même robe lavande pâle que la société avait déjà méprisée. Ses cheveux étaient épinglés sans ornement. Son visage était calme. Dans sa main droite, portée ouvertement pour la première fois de sa vie, se trouvait le livre de prière en velours. Les murmures jaillirent comme des étincelles. Madame du Nord chancela. Clarissa couvrit sa bouche. Edward laissa tomber la plume. « Votre grâce, dit-il, se remettant trop vite. Ceci est une attestation légale privée. Mademoiselle du Nord n'a pas sa place ici. Verrouillez les portes, ordonna Perceval. Les valets obéirent. Le chêne lourd rencontra le cadre avec un son de coups de pistolet. Perceval relâcha le bras d'Adeline. Puis, devant chaque magistrat, marchand et dame observatrice, il recula d'un demi-pas. Ce n'était pas un abandon. C'était la confiance rendue visible. « Mademoiselle du Nord, dit-il, sa voix portant jusqu'au coin le plus éloigné. Lisez ce que nous n'étions pas censés entendre. » Il plaça la charte dans ses mains. Adeline regarda la salle. Chaque visage portait une traduction d'elle. Vieille fille rejetée, intelligente de la mauvaise manière, dangereuse, parce qu'elle n'avait pas été choisie par un homme, et avait donc choisi les mots. Le vieil instinct remonta. Battre en retraite, sourire finement, être utile et invisible. Derrière elle, Perceval se tenait comme un mur, mais il ne parla pas à sa place. Adeline ouvrit la charte. « La clause portugaise est fausse, dit-elle. » Edward rit une fois. Fausse, un mot commode. Un mot précis. Elle tourna la page. Elle imite la phraséologie commerciale de Lisbonne d'il y a une décennie, mais elle utilise une tournure allemande au mauvais endroit. La même erreur apparaît dans le calendrier de paiement espagnol, la lettre de voiture italienne, le compte de l'écluse néerlandais et la clause de cession française. Sept langues, une seule main ignorante. La salle devint très silencieuse. Elle ouvrit le livre de prière en velours. D'entre les pages, elle retira une feuille jaunie, couverte de l'écriture fine et penchée de son père. « Ce sont les exercices de mon père, dit-elle. Des formulaires commerciaux, écrits pour mon instruction avant sa mort. Lord Aldermore en a obtenu des copies grâce à mes anciennes fiançailles avec lui. Il les a utilisées comme modèles, mais il ne les a pas compris. Un voleur peut dérober une clé, sans savoir quelle porte elle ouvre. » Edward fit un pas en avant. Elle a écrit ses formulaires elle-même. Demandez-lui. Demandez à la vieille fille désespérée si elle n'a pas aidé ma famille et se retourne maintenant contre moi parce que je n'ai pas voulu d'elle. La voilà. L'arme qu'elle avait crainte toute la journée. La honte traversa la pièce, rapide et affamée. Plusieurs dames détournèrent le regard. Un magistrat regarda le sol, calculant déjà quelle version serait la plus facile à croire.
Adeline sentit la chaleur lui monter à la gorge. Puis elle vit Clarissa. Sa sœur regarda d'abord vers Edward, pas vers Adeline. C'était le réflexe d'une fille à qui l'on avait appris que la faveur d'un mari était un toit au-dessus de sa tête. Edward le vit aussi. Il attrapa le poignet ganté de Clarissa et la tira en avant, assez fort pour que le cuir de chevreau blanc se plisse sous ses doigts. « Clarissa, dit-il, non pas avec affection, mais avec possession. Dis-leur que ta sœur a toujours été jalouse. » Le visage de Clarissa changea, juste un peu. L'espoir d'une enfant mourant tranquillement dans les yeux d'une femme. Adeline ne bougea pas vers elle. Elle ne pouvait pas sauver Clarissa, en la transformant en un autre objet à tirer à travers la pièce. Elle soutint seulement le regard de sa sœur. Clarissa regarda la main d'Edward sur son poignet, puis le livre de prière dans la main d'Adeline, puis le cercle de visage attendant son obéissance. Puis elle se dégagea. « Non, » dit Clarissa. Le mot était petit. C'était aussi la première chose honnête qu'on lui avait jamais permis de posséder. Edward la dévisagea. Clarissa s'éloigna de lui, tremblante mais droite. « Je ne mentirai pas pour vous. » Le silence s'approfondit. Adeline baissa le papier. « Je suis une vieille fille, » dit-elle. « J'ai été rejetée par Lord Aldermore. Ces deux affirmations sont vraies. Aucune ne le rend honnête. » Un petit bruit parcourut la salle. Elle continua, plus clairement maintenant. « Il a loué mon esprit quand cela lui profitait, et s'en est moqué en présence de témoins. Il a courtisé ma sœur, parce qu'elle était assez jeune pour être exhibée, et assez obéissante, pensait-il, pour ne pas lire ce qu'elle signait. Il a pris le silence pour du vide. Beaucoup d'entre vous l'ont fait. Personne ne bougea. Adeline leva la feuille de son père. Cette écriture n'est pas la mienne. L'encre est vieille. Les exemples correspondent aux erreurs de la charte, parce que Lord Aldermore a copié ce qu'il n'a jamais compris. Il a volé le travail de mon père. Il a volé le mien. Et la même méthode apparaît dans des contrats liés aux lignes de ravitaillement portugaises de 1812. À ces mots, Percival s'avança. Pas pour prendre le papier, pas pour la sauver de la salle, pour mettre le poids de son nom sous la vérité qu'elle avait dite. « Tarnwick se retire de tous les accords avec le domaine Aldermore, dit-il. J'enverrai les preuves à Londres et demanderai une enquête parlementaire sur les contrats de ravitaillement qui ont fait défaut au régiment de mon frère. » Son regard parcourut les magistrats. Tout homme qui signe avec Aldermore ce soir signe en sachant ce que mademoiselle Dunor a révélé. Les magistrats fixèrent Edward, comme s'ils le voyaient pour la première fois. La bouche d'Edward s'agita. Cette fois, personne ne lui donna de mot derrière lequel se cacher. Percival se tourna alors, non pas vers Edward, mais vers Adeline. Devant toute l'assemblée, il s'inclina. Pas une inclination polie, pas une courtoisie de gentleman, pour apaiser les ragots. Une profonde révérence formelle de déférence absolue. « Vous êtes irremplaçable, mademoiselle Dunor, » dit-il. Le silence qui suivit fit ce que les cris n'auraient jamais pu faire. Il fit comprendre à chaque personne dans la pièce le nouvel ordre des choses. La femme dont il s'était moqué n'avait pas été sauvée de la disgrâce. Elle l'avait traduite et renvoyée à l'homme qui en était le propriétaire. Edward fit un pas en arrière et heurta la table de signature de la hanche. Le ruban vert glissa de la charte et tomba à ses pieds. Personne ne se pencha pour le ramasser. Quand un valet ouvrit les portes au regard de Tarnwick, Edward se dirigea seul vers elle. Et les mêmes hommes qui avaient ri avec lui 1 heure auparavant s'écartèrent comme si la fraude était contagieuse. Pas une seule manche ne frôla son manteau à son passage. Les conséquences vinrent discrètement. Edward Aldermore quitta le Lancashire avant que l'enquête ne puisse commencer. Ses créanciers parlèrent bientôt plus fort que ses amis. Madame Dunor s'enferma dans sa chambre pendant 3 jours. Elle refusa la modiste, refusa la gouvernante, et refusa même son plateau de petit déjeuner, quand le jeune valet la porta avec les yeux baissés trop soigneusement. Adeline soupçonnait que ce n'était pas la maladie qui retenait sa belle-mère derrière la porte, mais la terreur de croiser le sourire caché d'un domestique. Clarissa vint dans la chambre d'Adeline le 4e matin, portant la robe lavande fraîchement brossée. « Je suis désolée, » dit Clarissa. Adeline leva les yeux de la manche qu'elle raccommodait. Pour la robe, elle a enduré pire que des excuses. Pour t'avoir utilisé comme abri sans voir que tu étais laissé sous la pluie. La voix de Clarissa tremblait. Je ne savais pas comment me tenir à tes côtés. Adeline posa son aiguille. Elle laissa passer les réponses les plus vives. Apprends, dit-elle. Clarissa hocha la tête. J'aimerais bien. 2 semaines plus tard,
Adeline était assise dans l'aile et fraîchement réparée de Tarnwick Hall. La lumière du soleil entrait à flots par de hautes fenêtres sur des bureaux simples, de bonnes ardoises et des étagères attendant des livres. Le nom de son père avait été gravé au-dessus de la cheminée. Salle du Nord pour les langues et les contes. Adeline touchait les lettres quand elle pensait que personne ne regardait. Percival le remarqua. Il entra, portant un portefeuille en cuir et 3 registres attachés avec du ruban bleu. Les registres atterrirent sur son bureau avec un poids solide et peu romantique. Du cuir neuf, de l'encre fraîche, des pages réglées attendant d'être remplies. Pas une promesse dite avec chaleur et oubliée le lendemain matin. Un avenir rendu assez lourd pour être touché. La commission du canal a approuvé le bureau de traduction. Il dit « Vous êtes la réviseure en chef. Votre salaire est versé à votre propre nom depuis le compte de la commission. Pas de moi. » Adeline ouvrit le portefeuille. Contrat, sceau, terme. Pas une faveur déguisée en gentillesse. Un travail correctement nommé. « Vous avez appris, dit-elle doucement, que la gratitude est moins utile qu'un salaire. J'ai eu un excellent instructeur, sévère, terrifiant. » Elle leva les yeux et trouva de la chaleur là où la glace s'était autrefois tenue. Pas de la douceur. Percival ne serait jamais doux. Mais il n'utilisait plus la froideur comme preuve qu'il avait survécu. « Et l'école » demanda-t-elle. « La charte est approuvée. Les filles des villages du domaine d'abord, puis toute famille désireuse d'envoyer une fille. Madame Val a proposé de dormir pendant les leçons en tant que chaperon. » Adeline sourit malgré elle. Le regard de Percival s'y attarda, et pendant un souffle, il parut presque sans défense. « Maintenant que votre avenir est assuré de moi, dit-il, j'ai une question. » Le cœur d'Adeline commença un rythme indigne. « C'est une ouverture grave, votre grâce. Je conseille une traduction avant la panique. J'ai besoin d'une partenaire. » Sa voix perdit son ton militaire. Pas une traductrice, pas un ornement, pas une obligation. Une femme qui me dira quand le chagrin m'a rendu cruel et quand le devoir m'a rendu aveugle. Ses doigts s'immobilisèrent sur le portefeuille. Il ne s'approcha pas. Il ne lui prit pas la main. Il se tenait de l'autre côté du bureau, comme un homme qui avait enfin appris la différence entre demander et réclamer. « Je vous aime, Adeline, dit-il. J'aurais dû commencer par là, mais je craignais que vous ne pensiez que c'était une autre forme de pression. Alors j'ai apporté les salaires d'abord. » Sa gorge se serra. « Ça, dit-elle, c'est la demande en mariage la moins poétique que j'ai jamais entendue. Je peux essayer en français. »« Ne le faites pas, votre accent blesse la langue. » Enfin, il sourit pleinement. Cela changea tellement son visage qu'Adeline dut baisser les yeux pour ne pas lui donner trop vite. Puis elle tendit la main par-dessus le bureau et prit la sienne. « Je ne serai pas votre lot de consolation pour une guerre perdue, » dit-elle. Ses doigts se refermèrent sur les siens avec une force prudente. « Non, vous êtes la paix que je ne savais pas comment demander. » Ils se marièrent dans la petite chapelle de Tarnwick avant les premières pluies d'automne. Il n'y avait pas d'agents étrangers, pas de magistrats, pas de murmures affamés de salle de bal. Clarissa se tenait à côté d'Adeline, dans une simple robe bleue, et tenait le livre de prière jusqu'à ce que les vœux commencent. Madame Vale pleura dans son sommeil. Plusieurs tenanciers se pressaient à la porte ouverte. Adeline portait de la mousseline ivoire, et aucun bijou, sauf la fine chaîne en or de sa mère. Dans ses mains, elle portait ouvertement le livre de prière relié de velours. Quand elle s'agenouilla à l'autel à côté de Percival, le livre s'ouvrit au marque-page en ruban. Sous les notes serrées au crayon de son père, une nouvelle ligne avait été écrite dans un français soigné et imparfait. « Vous n'avez jamais été le lot de consolation. » Adeline jeta un coup d'œil à Percival. « Vous avez conjugué le verbe correctement, » chuchota-t-elle. « J'ai eu un instructeur terrifiant. » Cette fois, elle ne cacha pas son sourire. Après la bénédiction, les portes de la chapelle restèrent ouvertes sur les champs. Des filles du village s'étaient rassemblées près du chemin, chuchotant à la vue de la nouvelle duchesse avec un livre à la main. Une petite enfant montra la couverture de velours et demanda si les dames avaient le droit d'écrire dans les livres de prière. Adeline baissa les yeux vers l'enfant. « Seulement si les marges sont trop vides, dit-elle. » Puis elle entra dans la lumière du soleil, à côté de l'homme qui avait appris quand se tenir en retrait et quand se tenir à ses côtés. Non pas parce qu'on le lui avait enfin permis, mais parce qu'elle l'avait choisi.